Bon, alors maintenant, on va parler des procédures scan flux mobile. Alors l'objectif de ces procédures, il est triple. C'est un, de pouvoir balayer les données de l'ensemble de l'expérience. On a vu qu'il y en avait plusieurs millions de points. Pouvoir se focaliser sur certains endroits. Zoomer dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire à la fois pouvoir travailler sur une petite échelle de temps et en même temps pouvoir travailler sur un endroit particulier de l'expérience. Donc analyser de manière coordonnée les mouvements des flux et du mobile, c'est ça qui nous intéresse. Notamment, ça permettra d'analyser les aspects causalité et avoir différents angles d'analyse pour comprendre mieux les phases de démarrage et qu'est-ce qui se passe en premier, qu'est-ce qui se passe en deuxième, est-ce que c'est les flux, est-ce que c'est le mobile qui bouge, détecter aussi éventuellement des conditions d'expérience qui seraient améliorées, etc. Alors, le principe du fonctionnement. Tout d'abord, on retrouve ce qu'on a déjà vu, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo explication sur le PIV. Rapidement, on retrouve donc les 30 cercles avec chacun leurs 130 points, d'accord, qui sont, là ça nous fait donc 3000 points par image, par frame. Ensuite, on trouve les points qui sont liés en fait au calcul des positions du mobile. Donc là, on retrouve tous les points avec la vitesse du mobile, l'accélération. Et l'ensemble de ces deux ensembles de données est transféré et on crée un modèle numérique qui représente l'ensemble de l'expérience. Voilà, le modèle M. Et ce modèle, on va le scanner avec différents paramètres. Donc c'est là où on retrouve quelle tranche de temps, quelle tranche d'espace, quel mode de représentation, quel angle de vue et quel facteur de zoom. Et donc en fonction de ça, on va avoir différents graphiques qui vont nous permettre d'analyser plus en détail cette expérience. Donc il y a plusieurs représentations qui sont utilisées. Donc il y a une surface des vitesses des flux et du mobile sur les axes temps et angulaire pour un cercle donné. On a des vitesses moyennes sur les différents cercles ou sur une portion de cercle en fonction du temps. On a l'évolution de la vitesse de moyenne sur les cercles ou sur une portion de cercle du plus proche au plus 1. Donc on part du centre et on s'écarte. Et l'évolution moyenne des vitesses le long des cercles sur une tranche de temps, donc pouvant être réduite à un frame. Et à ce moment-là, on va afficher donc soit en polaire, donc on va pouvoir avoir la forme des vitesses autour du cercle, ou bien en linéaire, donc là on déroule le cercle, et on va afficher, donc l'avantage c'est qu'on peut afficher en plus et en moins les différentes vitesses. Mais on va voir ça plus en détail. Alors, un petit commentaire sur tout ce qui est vitesse tangentielle et vitesse de rotation, puisqu'on manipule les deux. Donc si on prend par exemple un mobile, donc là on a un mobile et on a trois cercles sur le mobile, un qui est au rayon R1, un autre au rayon R2 et un troisième au rayon R3. Donc imaginons que ce mobile tourne à la vitesse W. Donc si le mobile tourne à la vitesse W, on est bien d'accord que le cercle R1, R2, R3 tourne aussi à la vitesse W. Donc ça c'est l'avantage, c'est que la vitesse de rotation est identique pour tous les cercles du moment qu'on continue à suivre le mobile. Par contre, si on regarde les vitesses tangentielles, eh bien la vitesse tangentielle sur le cercle 1 va être R1, donc le rayon, multiplié par W. Et la vitesse 2 sur le cercle 2 va être donc le mobile R2 fois le rayon, fois le W. Donc on voit bien que comme le R1, R2, R3 augmente, par exemple R3 est quasiment deux fois égal à R1, eh bien on a V3 qui est égal à 2 fois V1. Donc les vitesses tangentielles varient au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre. C'est un peu ce qu'on retrouve quand on prend un virage en voiture. Eh bien, vaut mieux prendre le virage à la corde qu'à l'extérieur, parce qu'évidemment pour une même vitesse de rotation, eh bien on va se retrouver avec une vitesse bien plus importante à l'extérieur. Donc si on veut comparer des vitesses de flux, eh bien il vaut mieux les comparer en vitesse de rotation, pour voir en fait l'impact de ce qui fait tourner le système, quitte ensuite à regarder les vitesses tangentielles pour en fait avoir une idée de ce que ça donne en millimètres par seconde. Mais c'est vrai que la plupart des comparaisons qu'on va faire, on va plutôt les faire sur des vitesses de rotation en degrés par seconde, parce qu'effectivement, on peut plus facilement comparer des choses qui se passent sur différents cercles. Alors, bon, il y en a qui se posent la question parfois de dire oui, mais d'accord, mais quand le flux linéaire, par exemple là on a un ventilateur et on a un flux linéaire, ici, au sens du flux, on va dire mais comment on va traduire ce flux linéaire en vitesse de rotation? En fait c'est tout simple, c'est que
un flux d'air, qu'est-ce qu'il va faire quand il passe le long du mobile? Il a forcément une vitesse tangentielle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on récupère des vitesses tangentielles sur des cercles. Donc ce flux-là, il va créer peut-être les flux qui vont arriver par là vont créer une vitesse tangentielle V1 qui risque d'être plus petite d'ailleurs que la vitesse tangentielle qui va être alignée avec le flux ici, et qui risque aussi ici d'être plus petite que là. Donc on a bien 3 vitesses tangentielles qui sont créées par ce flux. Et ces vitesses tangentielles, si on veut voir qu'est-ce que ça donne en termes de rotation au cercle, c'est-à-dire quelle est finalement la contribution de cette vitesse à la rotation du cercle, eh bien il suffit de faire l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va diviser V1 par le rayon, et on va obtenir W1. Donc là, on va obtenir quoi? Une vitesse de rotation instantanée de ce point par rapport à O. C'est-à-dire que si ce point continuait avec une vitesse tangentielle V1 tout le long, voilà la vitesse de rotation W1 qui prendrait. Et même chose pour W2 ici, et W3. Voilà.